Je vais demander donc à Patrick Mignola et Bernadette Laclais de nous rejoindre. On reste un moment. Voilà, un petit jingle pendant lesquels. Allez-y. Merci. Georges Bourcard, la Savoie, c'est 4 circonscriptions et là, pas de grand chelem pour La République En Marche parce que sur l'une d'entre elles, la deuxième, eh bien, il n'y a pas de candidat officiellement investi. Non, alors je ne vous surprendrai pas là encore avec la participation dimanche dernier. Moins 10 points par rapport à 2012 avec 47%, un peu plus de 47% seulement des électeurs qui sont passés par l'isoloir. En 2012, justement, la Savoie était passée de 3 députés à 4, dont 2 femmes socialistes. Là comme ailleurs, les candidats de La République En Marche ont connu une forte poussée. Les candidats de La République En Marche, ou ceux qui, sans en avoir l'étiquette, se réclament de la majorité présidentielle. C'est notamment le cas de Philippe Toutreau dans la 2e circonscription, ancien responsable UDI, converti à En Marche et viré de l'UDI pour cette conversion, qui n'en a pas eu l'investiture, mais qui se réclame de la majorité d'Emmanuel Macron. Il arrive derrière le candidat de la droite et du centre, Vincent Rolland. Symbole de cette poussée En Marche, la 3e circonscription, où un quasi inconnu, Philippe Vivier, devance Émilie Bonivard de 4000 voix. Émilie Bonivard, qui est vice-présidente de la région et qui joue à fond la carte savoyarde. La surprise et le duel le plus serré, on le trouve dans la 1re circonscription où le député maire d'Aix-les-Bains, Dominique Dore, arrive second derrière Tiffaine Degois et 2000 voix les séparent. Tiffany Degois, a au moins 2 particularités. D'abord, elle débarque en politique, mais ça, beaucoup de candidats En Marche ont la même particularité. Et ensuite, elle a 24 ans, c'est la plus jeune candidate du parti d'Emmanuel Macron en France. Reste la 4e circonscription, celle qui va faire l'objet du prochain débat, avec Patrick Mignola, qui est arrivé en tête avec 4000 voix d'avance dimanche dernier, sur Bernadette Laclais, députée PS sortante, ancienne maire de Chambéry. Leur campagne d'avant-premier tour a été marquée par une bataille d'étiquettes, Patrick Mignola étant le candidat officiel d'Emmanuel Macron et Bernadette Laclais se réclamant aussi de la majorité présidentielle. Dans cette circonscription, depuis dimanche, la France Insoumise et le candidat PCF n'ont pas donné de consigne de vote, tandis que les 2 candidats de droite, l'officiel et le dissident, ont appelé à voter pour Patrick Mignola. Merci Georges. C'est vrai que dans cette campagne sur la 4e circonscription, ce qui a marqué la campagne, c'est effectivement cette bataille pour cette étiquette. Ça a même été assez violent parfois. Il y a des communiqués qui sont parvenus de part et d'autre nombreux. Patrick Mignola, vous avez même à un moment parlé d'usurpatrice. Alors, qu'est-ce qui fait la légitimité d'En Marche? L'étiquette officielle, Patrick Mignola? Je crois que ce qui fait la légitimité d'En Marche, c'est d'abord les électrices et les électeurs qui nous ont fait confiance, qui avaient fait confiance à Emmanuel Macron au premier tour et qui désormais peuvent lui donner une majorité. Je rappelle qu'il y a un seul député En Marche qui a été élu dimanche dernier et donc il s'agit bien de confirmer cette volonté de donner une majorité stable et fiable au président de la République. La vraie légitimité, c'est celle-là et il faut savoir effacer nos carrières personnelles derrière le grand objectif qui doit être celui du redressement de notre pays. Donc c'est un message à Bernadette Laclais d'effacer sa carrière personnelle? Écoutez, moi je me suis longuement exprimée sur ces questions, mais je veux bien y revenir. Je me suis engagée il y a déjà longtemps derrière Emmanuel Macron. Vous en avez été le témoin puisque vous êtes venu m'interviewer à Chambéry pour connaître les raisons de mon soutien dans la campagne présidentielle. Pour des raisons qui sont des raisons politiques entre M. Bayrou et le mouvement En Marche, M. Mignola a été désigné sur la 4e circonscription. Il pouvait partir sur la circonscription où il est maire, la 3e circonscription. Il décide précisément de venir dans la 4e contre une candidate qui est déjà En Marche. Je crois que les électeurs, effectivement, seront en capacité d'analyser cette situation. Ce n'est pas, pour moi, une question de carrière. J'aurais pu partir avec le délégué départemental d'En Marche, qui d'ailleurs m'a rejoint et qui est mon suppléant. J'aurais pu être sa suppléante et je l'aurais été bien volontiers. Mais dans l'esprit d'En Marche, il y a aussi des méthodes. Et surtout de ne pas revenir aux anciennes méthodes. Voilà, je suis députée sortante, je défends aussi mon bilan, qui est un bilan qui a été noté au plan national. Qu'est-ce que vous voulez entendre par anciennes méthodes? Des méthodes d'accord d'appareil et effectivement aussi des méthodes où on est élu dans une circonscription mais où on vient se présenter dans une autre.
voilà, moi je reste dans la 4e circonscription, c'est ma circonscription, et j'entends y défendre aussi le bilan. Patrick Mignola, vous auriez été donc légitime sur la 3e, mais pas sur la 4e. Oui, je suis élu de l'agglomération depuis plus de 10 ans, donc je pouvais être sur la 3e ou sur la 4e. C'est important de relever ce que dit Madame Laclais, pour laquelle moi j'ai beaucoup de respect et je me suis efforcé de limiter toutes les formes d'attaque et voilà, pas forcément parler de vieilles méthodes. Les choses sont assez simples, elles sont vérifiables. J'ai été le premier candidat à La République En Marche investi en Savoie le 11 mai, dès la première conférence de presse et avant même que ne commencent les discussions entre François Bayrou, le Modem et En Marche. Mais vous savez, Monsieur Mignola, que j'étais investi jusqu'à midi et que c'est à la suite d'une discussion qui s'est tenue dans un bureau que vous avez été investi. Et la meilleure preuve, c'est que vous aviez signé le comité de soutien de Madame Bonivard sur la 3e circonscription. D'ailleurs, ça vous a collé comme un sparadrap durant toute cette campagne électorale. Vous soutenez la candidate des Républicains dans la circonscription où vous êtes maire et vous venez vous présenter dans la 4e circonscription. Je crois que les électeurs... Vous avez observé que je soutiens Tiffany de Gois, que je soutiens... Maintenant, mais il a fallu vous l'arracher, monsieur Mignola, il a fallu vous l'arracher, et vous êtes sur tous les documents de campagne de Madame Bonivard. Je crois que les électeurs sont capables de voir ces éléments. Il faut qu'ils les connaissent. Malheureusement, les professions de foi ne sont pas arrivées pour des raisons qui sont totalement indépendantes de la volonté des candidats. On peut le regretter. Mais sans doute manque-t-il d'informations sur les raisons des candidatures et sur le pourquoi du parachutage de la 3e circonscription dans la 4e circonscription. Ne prenez pas les électeurs pour des imbéciles, c'est des gens très intelligents. Ouais, mais justement, au demeurant, je les prends c'est ce pour qu'ils des ont intelligents. fait au premier tour. Ils savent très exactement ce qui s'est passé. Ils n'ont Et au pas eu lieu d'aller toutes les chercher informations. chez votre rival une forme de théorie du complot qui aurait été montée contre vous, ce qui n'est pas du tout le cas. Moi, j'ai tout le respect nécessaire dû à une députée socialiste sortante. C'est pour ça que vous venez Et vous je présenter l'apprécie. précisément parce qu'elle est en marche contre et il elle. se trouve, mais pas du tout, Madame Mais Laclais. Vous le savez précisément. bien, c'est pas contre vous que je suis candidat. Moi, j'ai été candidat Mais contre pourquoi personne. vous ne l'êtes pas dans votre Je suis circonscription, candidat, Monsieur mais Mignola? vous Pourquoi n'êtes- ne l'êtes-vous Vous n'êtes pas pas dans propriétaire de votre circonscription. Non, mais vous Il n'y a n'êtes pas pas- de droit de propriété, Madame Il Laclais. n'y a pas un droit de propriété, mais vous êtes maire d'une commune de la 3e circonscription, qui est une des plus grandes communes de la 3e circonscription. Vous êtes un vice-président de Monsieur Wauquiez. Vous ne voulez pas vous présenter contre une vice-présidente de Monsieur Non, Wauquiez. je- C'est ça la raison Mais pour laquelle vous vous savez que venez j'ai dans quitté la l'histoire. 4e Écoutez, circonscription. vous tournez Et en il faut boucle que tous les arguments, électeurs si vous le voulez sachent. me laisser 10 secondes pour répondre à tous les arguments que vous utilisez en boucle. Là, vous n'êtes pas dans une réunion publique seule face à un public, vous êtes face à moi, laissez-moi 1 minute pour vous répondre. Je voudrais vous rappeler qu'au lieu de chercher chez votre rival des défauts, des complots, des envies de vous faire du mal, il faut peut-être rechercher en vous-même pourquoi vous n'avez pas été retenu. Si vous souteniez Emmanuel Macron depuis si longtemps, pourquoi ne l'avez-vous pas parrainé? Parce qu'il Moi, y j'ai a une eu- suppléante enfin, qui vous le s'appelle savez Colette très bien. Bonfils, qui, elle, a parrainé Emmanuel Macron. Et il n'est pas interdit aux équipes du président de la République de regarder la solidité électorale des candidats qu'ils investissent. Vous étiez fragilisé par votre défaite à la mairie de Chambéry. Ils ont donc considéré que je pouvais être un candidat plus efficace. Le premier tour l'a prouvé, j'espère que le second le confirmera. Monsieur Mignola, jusqu'à midi, la commission d'investiture avait fléché mon nom. Comme par hasard, alors que Monsieur Bayrou fait du forcing pour avoir des circonscriptions supplémentaires, Mais non, vous c'était sortez. 3 jours après. Monsieur Mais c'était 3 Mignola, jours après. et hier- Enfin, je veux dire, je non, ça a commencé avant le dévoilement des candidatures et Pas vous du pouvez tout. reprendre, mais vous le savez très bien, il y a eu une réunion qui s'est tenue après-midi et qui a changé des noms, c'est même pour ça qu'il y a eu des erreurs sur les listes. Franchement, Monsieur Mignola, objectivement, vous pouviez parfaitement vous présenter dans la 3e circonscription, être un candidat en marche et laisser une candidate en marche dans la 4e. Vous faites un choix qui est venu précisément dans la 4e contre une candidate en marche. Eh bien, Les écoutez, électeurs Madame doivent le Laclais, vous savoir, n'aviez pas la c'est tout. fiabilité, vous n'aviez pas la solidité. Ça, c'est vous qui le dites. Et je regrette, dans ce cas-là, que vous ne le reconnaissiez pas. Mais Je peut-être que pense vous qu'il est n'aviez pas la important. fiabilité, la crédibilité pour vous présenter dans la 3e où vous êtes Il est maire. peut-être, Monsieur mais je Mignola. vous laisse, Vous auriez pu le vos faire. propos et vos jugements. Vous auriez pu le Il faire. se trouve que là, on a une occasion qui est assez intéressante. C'est que nous nous réclamons l'un et l'autre de ce qui pourrait être la majorité présidentielle dimanche prochain. Profitons-en pour faire de la pédagogie sur le programme d'Emmanuel Macron, plutôt que se rechercher des poux dans la tête. Je pense que c'est Je n'ai plus fait important. que cela pendant la campagne présidentielle de M. Macron. Je ne vous ai pas vu souvent ni sur les plateaux pour défendre sa candidature, ni dans les réunions du comité local. J'ai- Une J'étais- question, Monsieur Mignola, Oui. juste pour en finir avec ce chapitre de politique politicienne. Non, mais l'étiquette a été importante et un vous élément êtes, majeur du si vote vous des êtes Français. si vous êtes élu dimanche député, est-ce que vous resterez vice-président de Laurent Wauquiez? Mais je rappelle que, contrairement à ce qu'a dit Madame Laclais, j'ai déjà démissionné de ma vice-présidence.
Comme vous le savez, moi j'ai fait un choix très difficile il y a 2 ans quand j'ai voulu organiser un groupe centriste au Conseil régional. Finalement, 2 ans après, on se rend compte que LR n'a pas la majorité absolue à la région. Et que Laurent Wauquiez, qui demain sera probablement l'opposant en chef à Emmanuel Macron, ne dispose pas d'une majorité absolue à la région. Je pense que finalement, avec le recul, ce choix difficile que j'ai fait à l'époque, parce que nos convictions nationales sont très éloignées, et vous le savez, avec Laurent Wauquiez, finalement, c'est un choix qui peut s'avérer payant. Il y a une très jolie phrase qui est dite par Louis Besson, qui est un homme qui apprécie beaucoup Bernadette Laclais et que moi je respecte, c'est qu'il ne faut pas pratiquer la politique de la chaise vide. Je ne l'ai pas fait. Pour autant, quand j'ai pris des responsabilités nationales, ou que je souhaitais accéder à des responsabilités nationales, j'ai démissionné de la vice-présidence. Mais Mme Laclais ne veut pas l'entendre, elle pense que quand on répète une contre-vérité 4 fois, elle devient une vérité. Non mais Monsieur Mignola, j'ai lu que c'était le 29. Excusez-moi, si vous avez démissionné, vous avez démissionné. Je ne vous ai jamais entendu prendre de distance par rapport aux politiques menées par Monsieur Wauquiez sur des sujets importants comme celles sur les parcs naturels, sur les subventions aux associations, sur le logement, sur le soutien aux collectivités, sur l'accueil des réfugiés. Nous avons préservé la culture, nous avons préservé l'environnement. Et vous le savez bien, j'ai été porteur à la région de ce qui a pu équilibrer ces politiques. Vous savez très bien que ce n'est pas vrai. Et je pense que vous avez fait un choix d'opportunité pour être élu à la région, comme vous faites un choix d'opportunité aujourd'hui pour être élu à l'Assemblée nationale. Et les électeurs, je pense, s'en rendront compte très rapidement. Écoutez, les seuls candidats légitimes ne sont pas forcément ceux qui sont issus du Parti socialiste. Les Je suis désolé de vous le dire. candidats légitimes ne sont pas forcément ceux qui ont obtenu une étiquette par un accord politique et non pas par une détermination sur le terrain, ce que j'ai fait depuis des mois pour Emmanuel Macron. Mais ainsi, les électeurs trancheront. Justement, cette partie étiquette et légitimité est finie. Au niveau du programme, c'est compliqué de vous faire débattre parce que est-ce que vous êtes complètement d'accord vous êtes d'accord sur le même programme d'Emmanuel Macron ou est-ce qu'il y a quand même des différences dans l'appréciation de ce programme et notamment l'opposition à Emmanuel Macron cite beaucoup la hausse de la CSG par exemple qui va pénaliser les retraités. Est-ce que Madame Laclais, vous, en tant qu'ancienne socialiste quand même, est-ce que vous avez des oppositions par rapport au programme? Alors, vous l'avez défendu, mais est-ce qu'il y a quand même des différences et des trucs qui ont du mal à passer? Alors, il y a effectivement des questions qui reviennent régulièrement dans la campagne électorale et pour lesquelles, en tant que députée sortante, comme je l'ai fait tout au long de ces 5 dernières années, j'écoute et je relayerai les inquiétudes. Vous avez raison de souligner qu'il y a aujourd'hui véritablement des gens qui ont des petites retraites et qui sont particulièrement inquiets sur les compensation à cette augmentation de CSG. Il faudra qu'il y ait un débat, il faudra qu'il y ait des rapports précis, il faudra qu'il y ait une étude d'impact et qu'il y ait aussi des parlementaires en capacité de porter les attentes et les questionnements qui sont ceux de nos concitoyens sur cette question précise des retraites parce qu'il y a une véritable attente. Vous savez qu'au cours de ces dernières années, il y a eu aussi un gel des retraites et donc il y a forcément sur cette question beaucoup d'inquiétudes qu'il faut savoir auxquelles il faut savoir répondre. Et durant ces 5 dernières années, j'ai toujours été une députée loyale, toujours constructive, en capacité d'apporter par mes amendements et de convaincre surtout. Vous savez que je suis la 15e parlementaire qui a su convaincre par le nombre d'amendements qui ont été adoptés par mes collègues au cours de cette législature. Moi, je porte une proposition concrète sur la CSG. D'abord, il faut expliquer. Aujourd'hui, la protection sociale est portée uniquement par les salariés. Ça pèse très lourd et c'est pour ça qu'il y a une vraie différence sur les fiches de paye entre le haut et le bas. Si on veut revaloriser le travail, il faut augmenter les salaires nets et donc il faut baisser les charges sociales salariales. Et c'est un chef d'entreprise qui vous le dit, pas les patronales, les salariales pour que les salaires nets augmentent. Donc il vaut mieux faire porter une partie de la protection sociale par la CSG, parce qu'ainsi ça touche tous les revenus, ça touche les revenus financiers, mais jusqu'à preuve du contraire, les gens qui vivent de revenus financiers, ils vont à l'hôpital aussi, et ça va toucher, et c'est là qu'il y a un problème, les retraites. La proposition que je porte avec un certain nombre de mes amis au sein de La République En Marche, c'est qu'au lieu de mettre un coup près à 1 200 €, en considérant qu'un retraité qui toucherait plus de 1 200 € serait un retraité riche, que cette application de CSG, 2,7% d'augmentation, une quarantaine d'euros par mois en moyenne, il faut le rappeler, pour avoir la proportion des choses, et ben on puisse l'échelonner entre 1 200 et 2 000 € pour qu'on monte par escalier et qu'on monte à 0,5, à 1, à 1,5 et jusqu'à 2,7, de telle sorte que les classes moyennes à la retraite
ne se sentent pas de nouveau attaquées, alors que toute leur vie, elles avaient beaucoup travaillé. Je ne voudrais pas qu'on entame un débat sur la CSG. Je voudrais juste savoir votre attitude, parce que vous allez être 400, enfin si vous êtes élu, 400 députés En Marche. Est-ce qu'il y aura, comme on nous le dit, vous avez tous signé un papier, comme quoi vous allez être le doigt sur la couture du pantalon pour voter toutes les lois d'Emmanuel Macron, ou est-ce que justement, sur certains points, vous êtes prêt à engager le faire pour modifier le programme? Est-ce qu'il pourrait y avoir des frondeurs En Marche? Il ne faut pas de frondeur, parce que moi je crois qu'il faut une majorité stable et fiable, et la fronde, d'où qu'elle vienne, de toute façon, a toujours coûté très cher au sein de la Ve République. Mais on a besoin de députés qui enrichissent, qui travaillent et qui font évoluer. Quand on fixe une orientation qui est celle de dire on doit mieux rémunérer les salariés dans notre pays, c'est aux députés de mettre en œuvre. Et donc, il faut d'ores et déjà porter des solutions. Moi, à chaque fois que je rencontre des gens sur le terrain, ça vaut pour la CSG, mais ça vaut aussi pour la taxe d'habitation, ça vaut pour le Code du travail. J'explique comment nous pouvons faire évoluer les choses, surtout en portant une vision globale. Il faut dire là où on va. Parce que je crois que ce qui a péché dans notre pays depuis une dizaine d'années, c'est qu'à chaque fois qu'on a sorti une réforme, on l'a sortie par le petit bout de la lorgnette et sans expliquer quel était le cap. Oui, moi je crois qu'il faut à la fois donner une vision d'ensemble. On est bien d'accord, c'est le seul moyen de rétablir la confiance par rapport à des propositions qui peuvent inquiéter. Il faut également que les parlementaires aient la possibilité de travailler avec du temps qui leur soit donné pour cela, avec des rapports parlementaires, des études d'impact qui nous permettent de vérifier que les solutions qui sont proposées sont véritablement celles qui permettront d'atteindre l'objectif recherché. Parce que quand on définit des seuils, quels qu'ils soient à 1200 ou 2000 ou 2500, on sait très bien qu'on a des effets de seuil. Et il faut donc absolument que nous ayons le temps de regarder ces questions avec précision et que les parlementaires puissent travailler sereinement sur ces questions. Donc pas de précipitation. En même temps, on a besoin d'action, on le sait bien, mais pas de précipitation. On touche là des questions qui sont au cœur de l'égalité entre nos concitoyens. On va parler non plus de questions d'actualité. Alors, pour le téléspectateur, l'enregistrement est aussi en direct sur Facebook. On est très content d'ailleurs d'être sur les réseaux sociaux. Et d'actuellement, les accusations qui sont portées sur François Bayrou. Alors vous êtes un des fondateurs ou un des vice-présidents du MoDem. Comment vous les jugez? Est-ce que vous ne trouvez pas que là, il y a aussi pour les électeurs un petit étonnement et un petit choc de la part de celui justement qui porte la loi sur la moralisation de la vie publique? Oui, et dont chacun s'accorde à reconnaître l'honnêteté totale. Vous savez, venir chercher le mouvement démocrate sur une affaire d'argent alors qu'il n'en a jamais eu, parce que je rappelle c'est un très petit parti qui a beaucoup vécu de bouts de ficelle et de bouts de chandelle, qui n'a jamais vécu comme le Parti socialiste de Mme Laclais ou comme les Républicains avec des dizaines de millions d'euros. Je vois difficilement comment on vient porter cette affaire. Elle a été montée en épingle en réalité parce qu'elle a été sortie opportunément 48 heures avant le premier tour, c'est-à-dire au moment où plus personne ne pouvait parler. Et pour un salarié, m'a-t-on dit, puisque apparemment 2 organes de presse l'ont repris aujourd'hui, qui est actuellement l'attaché de presse d'Anne Hidalgo. Donc dans la catégorie des vieilles méthodes, je crois qu'effectivement, la République En Marche et le mouvement démocrate ont été victimes d'un mauvais coup. La loi de moralisation est la plus importante dans notre pays pour pouvoir rétablir la confiance entre les élus et les électeurs. C'est à cette condition seulement qu'on pourra réformer. Vous êtes du même avis ? Non, je ne suis pas du même avis que M. Mignola. Je pense que ce qui est ennuyeux, c'est l'affaire, la justice est saisie, il y a une enquête préliminaire, elle dira ce qu'il en est. Moi, je suis ennuyée que le garde des Sceaux appelle la presse pour dire qu'il n'est pas d'accord sur une émission qui n'a encore pas été diffusée. Et donc là, il y a, me semble-t-il, en termes d'éthique, en termes d'attitude de la part d'un ministre, une attitude que je ne comprends pas et je crois qui choque profondément nos concitoyens. Je vous le dis comme je le pense. Quant aux méthodes que vous pouvez comparer, moi je suis tout à fait disponible pour discuter de ces questions. Je vous rappelle simplement que je ne crois pas que vous puissiez parler du Parti socialiste de Mme Laclais, puisque je n'ai jamais eu aucune responsabilité, contrairement à vous, dans les partis. Et justement, je crois que ce qui a fait le succès d'En Marche, c'est de pouvoir dire qu'il y avait d'autres manières de travailler. Et là, aujourd'hui, précisément, ce qui arrive et ce qui est montré, c'est qu'au fond, eh bien, le MoDem, il est comme tous les autres partis. Et c'est ça, je crois, qui est le vous point voyez, Madame le Laclais, plus vous montrez difficile. exactement pourquoi vous n'avez pas reçu l'investiture. Le gouvernement est à peine en place.
une affaire est lancée en l'air, vous vous attaquez à un membre du gouvernement. Ce n'est pas l'affaire qui est lancée en l'air, monsieur Moi, je ne Nicolas. sais pas si vous serez élu dimanche. Mais si vous êtes élu dimanche, on peut en tout cas, avec ce genre de déclaration, être persuadé que vous ferez parler des nouveaux frondeurs. Non, Et monsieur franchement, Mignola, je ne souhaite c'est vous ni à la qui majorité êtes- présidentielle, c'est vous qui êtes ni dans à les Emmanuel frondeurs. Macron d'avoir des députés qui, à la Je vais première être obligé occasion, de vous attaquent des interrompre ministres. pour que Vous le débat sous-estimez suivant ait le même temps de l'impact parole sur nos que vous. concitoyens de telles attitudes de la part d'un garde des Un Sceaux. impact probablement dans vos Madame, calculs électoraux, monsieur, mais merci c'est pas beaucoup. comme ça qu'on fait On de va la donc politique. passer maintenant à la Haute-Savoie.